Aïe, voilà. Voilà, vous devez voir mon écran en projection, super. Donc, quelques concepts juste pour avoir les idées claires. Qu'est-ce que le microbiote humain? C'est l'ensemble des micro-organismes qui vivent au sein d'un individu. Donc, ça comprend tous les règnes animaux que l'on connaît, donc les bactéries, les archées, les virus, les champignons, les parasites, avec parmi les espèces les plus représentées, les bactéries. On en a près de 10 puissance 11 par gramme de sel et presque autant que de cellules humaines au total sur l'ensemble de notre corps. Et si on s'intéresse au potentiel fonctionnel, aux fonctions portées par ces bactéries, notamment les gènes qui sont d'origine bactérienne, on se rend compte qu'on a plus de 150 fois le nombre de gènes humains dans les génomes bactériens. Donc on a plus de 150 fonctions potentielles exprimées par les gènes bactériens comparées à ce que nous, on peut exprimer avec notre génome. Donc, on a un potentiel d'action sur notre santé et notre individu qui est majeur. Alors, on parle souvent du microbiote, mais en fait, on devrait parler des microbiotes, puisque à chaque niche écologique de notre corps, on va avoir des micro-organismes différents. Il y a un écosystème différent dans la bouche, sur la peau et dans les différentes Oui. portions du tractus Tout en digestif, allègement. de l'œsophage jusqu'au côlon. Au pire, je pourrais revoir en replay. Oui, alors je crois qu'on est un peu interrompu. Peut-être que chacun pourrait fermer ses micros pour être sûr qu'il n'y ait pas d'interférence, si possible. Voilà. Donc, pourquoi c'est intéressant de travailler sur le microbiote? Parce que la composition et la fonction de ce microbiote ont la particularité d'être modelées, sculptées par les événements de vie et par les caractéristiques des individus. En fonction des gènes que l'on va porter, en fonction de notre histoire immunitaire, en fonction de notre histoire de vie, comment on est né, quel était le mode d'accouchement que l'on a vécu, quelle est l'alimentation que l'on prend, et puis tous les grands événements de vie, comme les maladies, les grands changements d'environnement et puis le vieillissement, vont modeler ce microbiote. Et enfin, un dernier paramètre qui est très important et dont on va parler un peu plus précisément dans le cadre de la fièvre méditerranéenne familiale, ce sont les médicaments qui, notamment les médicaments que l'on va prendre par la bouche, vont être modulés par notre microbiote et vont potentiellement avoir une action sur celui-ci. Alors, ce microbiote, il a plusieurs grandes fonctions. Il a une première fonction de barrière. Il prend la place de d'autres potentiels pathogènes. Donc, quand une bactérie qui peut entraîner une infection, par exemple digestive, arrive dans notre tube digestif, elle n'a pas la place pour créer une infection. La place est prise par les bactéries qui, elles, habitent ici et n'ont pas d'effet délétère sur notre santé. Donc, il y a un premier rôle de barrière. Deuxième rôle, il y a une éducation de notre système immunitaire. Le tube digestif est la plus grande zone d'interaction entre l'intérieur de notre corps et l'extérieur. Et cette zone d'interaction, elle est sculptée entre un dialogue entre le système immunitaire, les globules blancs qui vont regarder cette barrière et freiner le passage de bactéries, apprendre à tolérer certaines bactéries qui nous sont favorables. Et donc, il y a une fonction d'éducation qui est majeure au niveau du tractus digestif. Et puis enfin, le microbiote va être capable de moduler ce qu'on mange, les aliments, les médicaments, j'en ai parlé, et d'envoyer des signaux potentiellement à d'autres organes de notre corps, comme le cerveau. Vous connaissez bien maintenant l'axe intestin-cerveau, dont on parle beaucoup pour différentes pathologies et contextes de santé publique. Alors, deux éléments, et puis après, je laisserai la parole pour la suite de ce webinaire. La première chose, c'est que le microbiote va être, dans certaines maladies, notamment les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, un cofacteur de la maladie. Il va être un agent à part entière du mécanisme qui amène la dégradation de l'état de santé. Et avec un mécanisme qui est un peu particulier qu'on appelle de causalité circulaire. Alors c'est un mot compliqué, mais qui veut juste dire qu'on ne peut pas savoir exactement si c'est le microbiote qui est à l'origine de la maladie ou la maladie qui altère le microbiote, mais ce qu'on sait, c'est que quand on est dans une situation de maladie, les modifications qui sont induites sur ce microbiote vont amplifier les effets de la maladie. Et dans les maladies inflammatoires chroniques intestinales, c'est particulièrement bien décrit, où à cause des gènes, à cause des facteurs environnementaux,
on va avoir une inflammation intestinale qui va modifier ce microbiote et avec un mécanisme d'amplification, on va avoir un microbiote qui va favoriser l'inflammation et l'altération de la muqueuse digestive chez ces patients. Alors, le microbiote n'a pas un rôle majeur dans toutes les pathologies. Il a même un rôle potentiellement variable et plus ou moins signifiant en fonction du modèle et de la maladie dans laquelle on se place. Vous avez certaines pathologies infectieuses du tractus digestif, notamment les colites à une bactérie qui s'appelle C. difficile, où le microbiote joue un rôle majeur. Et si vous voulez guérir ces patients, vous les traitez avec une transplantation de microbiote fécal et vous allez pouvoir complètement corriger la pathologie. Mais dans d'autres pathologies plus complexes, dont la fièvre méditerranéenne familiale, le microbiote est considéré comme potentiellement un cofacteur, mais pas le seul cofacteur de la maladie. L'idée, ce n'est pas de dire qu'en ciblant le microbiote, on résolve tous les problèmes, mais plutôt de dire qu'il faut aussi cibler le microbiote et s'intéresser au microbiote parce que c'est quelque chose qui peut aider à optimiser l'efficacité des autres traitements et des thérapies conventionnelles qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc, en conclusion de cette courte introduction, j'espère vous avoir convaincu que le microbiote est un déterminant de la santé, qui a un poids variable d'une maladie à l'autre, que sa composition et sa fonction sont vraiment la synthèse de la rencontre d'un individu avec son environnement, et que ce microbiote, parmi ses fonctions, est notamment une fonction de modulation du système immunitaire qui est susceptible d'amplifier une boucle inflammatoire qui peut favoriser la chronicité de la maladie. Je vous remercie. Et je vais passer la parole. Je vais arrêter le partage d'écran et je vais passer. C'est parfait. Merci Nicole. Donc moi vraiment je vais vous rapporter les résultats de ce travail qu'on a mené, donc ça fait déjà maintenant quelques années, en 2020-2021, sur le microbiote intestinal chez les patients qui avaient une fièvre méditerranéenne familiale. Donc l'idée est partie du fait qu'on a, on a vu dans les études et chez certains de nos patients que la présence de certaines bactéries pouvait modifier la crise, la sévérité de la présentation de la fièvre méditerranéenne familiale chez certains de nos patients. Donc, les premiers papiers ont montré que dans l'estomac, on retrouvait une bactérie qui pouvait faire des crises, qui pouvait faire que le patient avait des crises plus fréquentes et plus sévères, et qu'en l'éliminant, certains patients avaient une diminution de l'inflammation dans les prises de sang et de la fièvre, tout en prenant bien sûr leur traitement pour la FMF, la colchicine. Il y a d'autres travaux qui ont montré que dans la fièvre méditerranéenne familiale, c'est donc vous avez une mutation vous êtes porteur d'une mutation qui fait qu'il y a une protéine qui dysfonctionne. Et en fait, cette protéine qui dysfonctionne, elle peut être activée par certaines bactéries qu'on peut trouver dans le tube digestif. Donc l'idée pour notre travail, ça a été justement d'essayer de caractériser ce microbiote intestinal des patients qui ont une fièvre méditerranéenne familiale et de les comparer à des sujets du coup non porteurs de cette maladie. Nous, on a pris ce on va appeler des sujets sains, des sujets non atteints. C'est des patients donc, qui n'avaient pas de fièvre méditerranéenne familiale et qui ne prenaient pas de traitement qui pouvait modifier justement ce microbiote ou de maladies comme a pu vous présenter Nicolas. Donc, on a fait 2 groupes de patients, 118, enfin deux groupes, 119 patients avec une FMF qui sont suivis à Tenon ont accepté de participer et on a comparé le microbiote de ces patients, donc votre microbiote, à 61 personnes qu'on a appelées des contrôles. Alors, il y a eu beaucoup de conjoints de patients, mais aussi des contrôles issus de la population générale. Ça, c'est juste, je vais très rapidement pour vous expliquer comment on a fait. Pour ceux qui n'ont pas participé à l'étude, c'était vraiment un prélèvement de sel qui était envoyé par la poste dans un laboratoire de recherche où on enlevait l'ADN des bactéries qui étaient présentes dans les sels et on l'analysait, parce que l'ADN, c'est comme une carte d'identité, ça permettait de conclure à quelles bactéries étaient présentes dans le microbiote fécal des patients. Et ensuite, il y a une analyse statistique, donc ça, c'est Nicolas qui a fait tout ce travail pour essayer de faire ressortir essayer de savoir s'il y avait des différences justement dans les bactéries présentes dans le microbiote des patients avec une fièvre méditerranéenne familiale. Qu'est-ce qu'on a eu comme patient? Quels patients ont participé? Parce que c'est toujours intéressant de savoir
un peu à quel type de population on s'intéresse. Donc, tous les patients, ils avaient une fièvre méditerranéenne familiale. Il y avait des patients avec une mutation et des patients avec 2 mutations. À peu près 2 tiers des patients étaient homozygotes et 1 tiers hétérozygotes avec une mutation. En moyenne, les patients qui ont participé étaient assez âgés, finalement, enfin âgés. Ils avaient 45 ans. Donc, tous les plus jeunes ont moins participé, a priori. Il y avait un tout petit peu plus d'hommes que de femmes. Et il y avait 17 patients qui étaient porteurs d'une amylose A, qui est la complication qu'on peut avoir quand on a de l'inflammation au long cours, avec une maladie mal contrôlée, une fièvre méditerranéenne familiale mal contrôlée. Sur le plan des traitements, tous les patients ils avaient de la colchicine et il y a 27 patients qui étaient considérés comme résistants à la colchicine, c'est-à-dire qu'à la dose maximum qu'on puisse leur donner, tolérée, ils faisaient encore trop de crises ou étaient inflammatoires. Je vous ai mis, juste pour avoir une idée des patients qui étaient inclus, les premiers symptômes étaient décrits à 7 ans et demi chez les patients inclus, le diagnostic 16 ans, le traitement par colchicine débutait vers 21 ans. Donc finalement, nous, on les avait beaucoup plus tard, les prélèvements qui avaient été faits étaient bien après le diagnostic en général. Qu'est-ce qu'on a trouvé comme résultat? Alors, d'une part, en fait, on a trouvé que le microbiote des patients avec une FMF était vraiment différent des patients, on va dire, contrôle, non malades, parce qu'il y avait une diminution de la diversité des bactéries. C'est la fameuse dysbiose dont on a discuté. Donc là, il y avait moins de types différents de bactéries et on a trouvé une augmentation des bactéries qui favorisent l'inflammation. Des bactéries qui sont un peu plus pro-inflammatoires, elles étaient plus présentes chez les patients qui avaient une fièvre méditerranéenne familiale. La deuxième chose, c'est qu'on a trouvé que le microbiote, donc ces bactéries du tube digestif, elles variaient selon le génotype. Donc, je vous ai dit, il y avait dans nos patients des patients avec une mutation du gène qui étaient malades et d'autres avec 2 mutations. Et les patients avec 2 mutations avaient un microbiote différent, donc ces bactéries étaient différentes. Et on a retrouvé également que certains types de bactéries étaient plus répandus, enfin plus présents quand les patients présentaient certaines complications. Je vous ai parlé de la résistance à la colchicine, donc c'est des patients qui sont sévères. On a parlé aussi de patients avec une amylose A. Donc ces groupes de patients, ils semblaient avoir pas le même microbiote que les autres patients. Donc il y avait vraiment les bactéries qu'on a retrouvées sont différentes selon qu'on est atteint ou pas de la fièvre méditerranéenne familiale et sont également différentes selon qu'on a une forme sévère avec des complications ou non. Enfin, on a regardé ces fameux patients qui étaient résistants à la colchicine et on a retrouvé que la structure, la composition, donc c'est ce que je disais, en bactéries était différente, mais la structure que formaient les bactéries et on va dire la connexion entre ces bactéries était également différente. Donc au total, c'est une première étude. L'idée était vraiment de savoir est-ce que c'est des patients qui ont un microbiote différent et si oui, qu'est-ce qu'on pourrait faire? La première réponse est oui, le microbiote des patients avec une fièvre méditerranéenne familiale semble différent des patients contrôle, donc ceux qui ne sont pas malades. Grâce à vous et à la participation de tous les patients donc de Tenon, on a en fait le plus grand groupe de patients avec FMF comparé à des contrôles donc de patients non atteints. Et donc, les conclusions qu'on a pu en tirer, c'est qu'il y a une altération du microbiote intestinal dans la FMF en termes de diversité et de composition. Il y a plus de bactéries dans le tube, il y a plus de bactéries qui sont pro-inflammatoires dans la fièvre méditerranéenne familiale, en particulier dans les formes sévères, ce qui est intéressant parce que cette inflammation, c'est quand même ce qui caractérise les crises dans la fièvre méditerranéenne familiale. Les patients qui sont inflammatoires en crise, ils peuvent également être inflammatoires en dehors des crises pour certains patients. Et il y a finalement une association spécifique du microbiote avec des caractéristiques génétiques, c'est-à-dire ceux qui ont 2 mutations sont différents de ceux qui n'en ont qu'une seule, et aussi clinique. Donc, comme je vous le disais, clinique, ça va être les patients résistants à la colchicine avec une amylose ou d'autres complications. Voilà. Je pense que j'ai terminé. Donc, merci à tous les patients qui ont participé, à tous les patients de façon générale, parce qu'on vient souvent vers vous avec beaucoup de questions. C'est grâce à vous qu'on apprend et qu'on a de nouvelles idées, je pense, pour avancer dans cette maladie. Merci à Sophie qui m'a encadrée pour CM2 et puis également à Nicolas avec qui on a travaillé et Harry Sokol chez qui du coup j'ai fait mes études. C'est lui qui était dans le laboratoire où j'ai fait l'étude du microbiote.